Salut, bonsoir à tous et bienvenue sur le grand rendez-vous. Et c'est le rendez-vous de vos chroniqueurs pour des éclairages et analyses sur de grands sujets. Merci de vous joindre à nous au sommaire. Et tout comme les politiques, elles sont généralement dans l'action, partenaires à part entière ou contrepoids critiques. Elles travaillent pour la défense des droits des personnes, la prévention des conflits et la consolidation de la paix au front. Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans les débats et prises d'initiatives qui visent à la promotion de la paix et la sécurité dans les États, surtout en période électorale. Ce soir, grand angle sur la société civile au Bénin et ses rapports avec la classe politique. La sentons dans ce processus démocratique et surtout électoral pour certains analystes, c'est non. En tout cas, pas pour autant. Alors, pourquoi note-t-on un faible mécanisme de coordination des acteurs et leur influence alors que le pays se prépare à un grand rendez-vous, celui de 2026? Qu'en est-il du rôle d'alerte rapide et de sensibilisation pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix chez nous? Nos chroniqueurs mèneront la discussion, à suivre l'édito, les points de vue et plus loin, le plateau en toute franchise avec des acteurs militants de la société civile, acteurs politique et spécialiste en communication. Merci d'être avec nous. C'est le rendez-vous, la météo politique pour nous installer. Alberto Mardochegounou, bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. Sur tout ce qui porte sur l'organisation de l'État, chez nous au Bénin, en rapport avec les élections, vous nous en parlez depuis un bon moment et ce soir on poursuit dans la logique de la thématique abordée la semaine dernière dans la rubrique La météo, c'était la décentralisation et ce soir, une fenêtre ouverte sur le conseiller communal ou conseiller municipal. Justement Christian, après avoir abordé les fondements de la décentralisation, nous allons à présent mettre un nom, un visage, une fonction sur ceux qui localement font vivre cette décentralisation au quotidien. Il s'agit des conseillers communaux et municipaux. Ce sont des citoyens élus au suffrage universel direct par les populations pour gérer les affaires de la commune pour un mandat de 5 ans. Ils sont rééligibles. Il faut dire que le conseiller municipal a une double casquette. Il est d'une part représentant des citoyens et d'autre part décideur puisqu'il participe à la prise de décision au sein du conseil municipal, au contrôle et au suivi de la mise en œuvre des décisions adoptées. Ce sont donc des élus de proximité. Alors, une question, à quoi se résume fondamentalement le rôle du conseiller municipal? D'abord, voyons d'abord le rôle du conseiller municipal. Il n'a pas de pouvoir de décision propre en dehors des réunions du conseil. Ceci ne veut toutefois pas dire que le conseiller n'a aucun devoir en dehors des séances du conseil ou que ses responsabilités s'arrêtent au sortir de la salle de conseil. Il doit d'abord délibérer sur les affaires communales, valider les projets, voter le budget, approuver les comptes en fin d'exercice, décider des travaux communaux à réaliser, gérer le patrimoine communal, aider au développement économique de la ville et surtout représenter les administrés. Un conseiller municipal n'est pas un figurant, c'est un relais, un veilleur porteur de la voix citoyenne. Ainsi, les rôles suivants peuvent lui être assignés. D'abord, au rôle d'interface entre la commune et les citoyens, c'est-à-dire un rôle d'information auprès du conseil municipal et de la population. Ensuite, un rôle de décideur au sein du conseil municipal des commissions. À ce niveau, il faut noter qu'il investit d'un pouvoir de délibération exercé soit à travers le conseil municipal, soit à travers les commissions spécialisées ou tout autre groupe de travail dont il est membre au sein de la commune. Et puis, il y a le rôle de communicateur et de mobilisateur. Il doit, à ce niveau, élaborer des stratégies en vue d'amener les populations à adhérer aux objectifs et missions poursuivis par la commune. Et puis, enfin, il a un rôle de contrôle et de suivi, évaluation locale, de la mise en œuvre des plans de développement. On constate qu'il joue un rôle important dans la commune, mais certains estiment qu'ils sont moins connus, les conseillers communaux, en dehors du maire et de ses adjoints. Qu'en est-il? C'est là toute la subtilité. Christian Daridja, malgré son pouvoir d'élu, il participe à l'animation de la vie de la commune puisque réuni en conseil
communal. Les élus se concertent sur la gestion de la commune et adoptent des délibérations sous la conduite du maire. Le conseiller reste ensuite dans l'ombre du maire et de ses adjoints qui, eux, exercent les compétences conformément aux priorités et orientations politiques déterminées et approuvées par le conseil. La météo politique est claire. Le conseil municipal de par sa posture a une obligation de redevabilité sociale vis-à-vis de la population qui a placé toute sa confiance en lui dans ses rapports avec les choses publiques. Le vent souffle désormais local, il faut le dire, et il porte un nom, gouvernance de proximité. Prochaine étape, Christian, dans le rôle du maire, mais pour l'instant, souvenons-nous, un conseil municipal bien formé, c'est une commune mieux gérée. Et voilà, on passe maintenant à l'actu de la semaine. On va commencer par le code électoral béninois avec les démonstrations de Jean-Baptiste Elias sur un paradoxe démocratique. Ceci a fait le tour de la toile. Exactement. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, Jean-Baptiste Elias, dans une récente intervention, s'est prononcé sur les effets controversés du code électoral en vigueur au Bénin. Il s'est attardé sur l'article 146, évoquant dans ses propos un paradoxe démocratique. L'acteur de la société civile souligne que certaines dispositions de la loi pourraient compromettre l'équité du processus électoral. Et puis le président de l'Union progressiste, le Renouveau, était en tête-à-tête avec Maître Adrien Ngouidji, un rapprochement pour, semble-t-il, apaiser les tensions. Exactement, c'était le lundi 26 mai 2026, Joseph Fifa Medjobrenou, président de l'UPR au domicile de Maître Adrien Ngouidji, s'inscrit dans une volonté de renforcer les équilibres. La rencontre d'échange est intervenue dans un contexte de crispation interne marqué notamment par les réserves exprimées par l'ancien président du PRD. Des concertations sont annoncées dans les semaines à venir pour consolider les liens et maintenir la dynamique collective. En Afrique de l'Ouest, on va à présent parler de ce jubilé d'or pour la CEDEAO. L'institution sous-régionale fait le bilan et se projette dans l'avenir. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a soufflé le 28 mai 2025 ses 50 ans d'existence. L'institution a jeté les bases de l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes et bien d'autres. Ce jubilé d'or constitue un moment d'introspection et de calibrage des politiques publiques et communes, a déclaré dans son message le président de la commission, le Gambien Alieu Touré, mettant l'accent sur l'union, la solidarité et l'entraide. Et pour finir, on va parler maintenant de ce que présente la carte politique. Alberto Mardoché-Gounou, les pluies de ces derniers jours n'éclipsent pas la saison politique. Sur la carte, le ciel est couvert par endroits. Que dit précisément la météo? Christian Adandidjan, en plus des parapluies, les acteurs politiques s'apprêtent aussi à chausser les bords. Certains cherchent à s'abriter des gouttes d'eau, pendant que d'autres envisagent braver d'éventuelles inondations. En tout cas, tout le monde espère arriver sous un soleil brillant en 2026. Voyons ce que nous réservent les cieux politiques cette semaine. Et puis on démarre par l'UPR. Le grand parapluie est sorti à l'UP le Renouveau. Joseph Fifa Medjobrenou, président de l'UPR, était chez Maître Adrien Ngouidji, son allié politique, première personnalité de l'emblématique arc-en-ciel qui connaît bien les averses politiques comme ses Porsche. Les deux se sont parlé, une sorte de négociation sous capuchon. Ici, le ciel reste chargé de nuages pluvieux. On ne sait pas encore qui va se mouiller, mais quelqu'un compte bien ne pas prendre l'eau. Et puis, au niveau du bloc républicain, pas de tonnerre ni d'éclair, temps plutôt calme, météo relativement silencieuse, mais n'empêche, les militants avertis des variations de climat ont leur parapluie et bottes à portée de main. Regard tourné vers le ciel pour éviter les surprises du dernier instant. Les visages sont calmes, mais les regards trahissent un stress barométrique. Au niveau des démocrates, chez les démocrates, c'est l'orage permanent, vent de dénonciation, avalanche de critiques, mais pendant qu'ils crient à l'ouragan depuis leur studio météo, le terrain reste sec. À force de regarder les nuages, ils oublient de labourer la terre électorale. Comme il est souvent dit, par temps de pluie, c'est bien de profiter de la fraîcheur, mais il est mieux de semer si on veut vraiment récolter en 2026. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Sortez vos parapluies, mais gardez vos convictions toujours à niveau. Ce sera tout pour le bulletin météo. Merci à vous, Mardoché Alberto Gounou. Vous repartez explorer le ciel politique et vous nous revenez dans une semaine
pour les nouvelles sur la carte. Eh bien, la suite de ce grand rendez-vous, dans un petit instant, les points de vue de nos chroniqueurs, on parle de préservation, de consolidation de la paix au milieu des acteurs qui parfois s'accordent ou s'opposent sur l'élaboration d'un certain nombre de règles et leur mise en œuvre. Nous ferons ce soir un état des lieux sur le fonctionnement de la société civile au Bénin face aux actes que posent les acteurs politiques. Quelle collaboration entre parties prenantes pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace dans la consolidation de la paix, le processus de démocratisation. Nos invités, Ralmek Gandaro de la société civile, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin, Nadine Okumansou, femme politique, militante du parti d'opposition Les Démocrates, Martin Éric Sangan, homme politique, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, et Emel Guérin, expert en communication politique et gestion de crise, se prononce dans pratiquement une demi-heure. Bien avant, on se retrouve avec l'éditorialiste et puis les chroniqueurs pour le débat de ce soir. Les points de vue à partir de cet instant avec nos invités en plateau. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Christian Bamidjan, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue, rédacteur en chef du journal Le Matinal. En face, nous avons Hamza Tablaï, bonsoir. Bonsoir. Consultant politique et géopolitique. Herman Anyambossou, chroniqueur politique, bonsoir. Bonsoir Christian Bamidjan. Merci d'être là. Merci. Et nous avons notre éditorialiste de tous les dimanches sur le grand rendez-vous, Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. La thématique de ce soir, c'est bien sûr la société civile et la politique, le pouvoir de veille et d'éveil. C'est quoi une société civile et quelles en sont les spécificités sous nos cieux, Omar Salouf? Oui Christian, je partirai d'une définition basique pour dire que la société civile désigne l'ensemble des associations non gouvernementales qui agissent comme groupe de pression pour défendre les intérêts des individus et des collectifs qu'elles représentent. Ils peuvent, par exemple, peser sur le respect des droits de l'homme, la transformation des rapports sociaux, le choix d'aménagement du territoire et sur l'ensemble des questions environnementales. Sous les tropiques et dans certains pays particuliers, un acteur de la société civile est très vite pris pour un opposant à cause des contradictions qu'il suscite dans cette démarche et prise de position. Parfois, c'est l'acteur dit de la société civile lui-même qui confond à tort ou à raison, volontairement ou involontairement, son combat à un bord politique. Au Bénin, de la société civile à la politique, il n'y a qu'un pas. Et nous en avons connu tous de même au Bénin, des associations et des acteurs de la société civile constamment au devant de la scène. Oui, nous en avons vu, nous les avons vus à l'œuvre depuis plus de 3 décennies. L'ONG Alcré de Martin Assogba, le FONAC de Jean-Baptiste Elias, les confédérations et centrales syndicales, les associations de défense des consommateurs et autres, tantôt applaudis, tantôt accusés d'être de connivence avec l'opposition ou avec le pouvoir en place pour faire avaler une couleuvre au peuple. Ces acteurs ont quand même tenu en haleine l'arène sociopolitique depuis les années 90. Pour amener le politique à reconsidérer ses postures dans tel ou tel autre dossier qui engage la vie de la nation ou d'un groupe de personnes ou même d'une seule personne, ils ont dû faire des sacrifices. Certaines luttes ont connu du succès, d'autres n'ont pas prospéré. Il faut retenir une chose, ils ont essayé de faire bouger les lignes malgré tout. Que devons-nous donc attendre de particulier de notre société civile à l'occasion des élections générales de 2026? D'abord, il est important de préciser qu'un acteur de la société civile ne doit pas être perçu comme un politique à position tranchée, ni par les citoyens, ni par les politiques eux-mêmes, puisque la veille citoyenne n'a pas de bord politique, elle est pour le bien de tous. Dans un pays comme le Bénin, où la préservation des acquis démocratiques et de la paix tient à cœur au peuple, les organisations de la société civile ont le défi permanent de veiller au grain sans pour autant migrer dans un combat de personnes ou tomber dans le piège politique.
pour les élections générales à venir. Les organisations de la société civile n'ont pas à attendre 2026 avant de commencer à agir. Éduquer la population aux réflexes de préservation de la paix, rappeler aux citoyens son pouvoir incontournable dans le choix de ses dirigeants, mettre en place une plateforme de veille citoyenne ou la renforcer si elle existe déjà. Voilà quelques actions sur lesquelles est attendue la société civile dans le processus électoral qui va conduire à l'élection des députés, des conseillers communaux et municipaux et du président de la République. En 2026, le peuple sera fortement sollicité par les acteurs politiques. Une organisation de la société civile qui s'intéresse aux questions électorales ou à la préservation de la paix se doit donc d'aider davantage les citoyens à pouvoir faire la part des choses face aux courtisans politiques qui useront de tous les moyens pour convaincre. La corruption électorale et la fraude électorale sont également des thématiques sur lesquelles les citoyens ont besoin d'être entretenus pour passer sereinement le tournant politique qui s'annonce. Il faudra surtout insister sur le fait que ce n'est pas forcément le mieux offrant qui présente le meilleur projet de société. C'est quoi d'ailleurs un projet de société? Toute idée consignée dans un document brandi lors d'une campagne électorale doit être considérée comme projet de société. Ces questions sont celles sur lesquelles les organisations de la société civile sont attendues pour éclairer et guider les citoyens dans leur choix des nouveaux dirigeants de 2026. Merci Omar Salouf. C'était votre réflexion sur la société civile. Le débat s'ouvre à partir de cet instant pour voir un peu quel est le pouvoir de la société civile chez nous au Bénin. Est-ce que nous la sentons, cette société civile, à travers ses sorties et à travers les sujets sur lesquels elle se prononce par moments? Gabin Goubi, la société civile, oui. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la voyez? On la sent de moins en moins. C'est vrai qu'à une période de l'histoire de notre pays, on a vu une société civile beaucoup plus active, plus au devant, n'est-ce pas, de la scène, qui s'illustrait quand même à travers beaucoup de combats. Peut-être le contexte politique de l'époque s'y prêtait. Donc on a vu une société civile quand même qui était beaucoup dynamique et qui dénonçait quand même beaucoup de failles, dénonçait les scandales qui ont émaillé la gouvernance dans notre pays. Bon, aujourd'hui, on a une société civile qui semble un peu plus timorée. S'il n'y a pas de scandale, vous voulez que sa société civile... Bon, ça risque de nous répondre. C'est vrai que... S'il n'y a pas de sujet sur lequel il faut se prononcer... Bon, on la voit pratiquement se confondre un peu au combat que mènent les acteurs politiques. Moi, j'ai le sentiment que la société civile s'est un peu résignée. Elle a peut-être croisé les bras, laissant, n'est-ce pas, les acteurs politiques qui semblent, n'est-ce pas, agiter des sujets potentiellement chrysogènes, hein, des sujets qui sont en quelque sorte des sujets de friction entre la classe politique. J'ai l'impression que la société civile attend que les voix ou que les politiques finissent, n'est-ce pas, d'expérimenter ou bien d'exploiter leurs âmes avant n'est-ce pas, de se rendre sur le terrain. Donc aujourd'hui, la société civile s'apprécie peut-être à l'aune du contexte actuel. Elle se dit peut-être qu'il n'y a pas péril en la demeure. Nous avons une diplomate avec nous en plateau qui a le regard sur la politique, la géopolitique et tout. Hamzat Ablaye, quel est votre regard? Est-ce que la société civile béninoise a perdu des plumes? Perdu des plumes, ça dépend du terrain. Je crois que les organisations de la société civile, quand il s'agit d'élections, sont restées dans une très bonne dynamique. Hein. Je peux citer WANEP Bénin, Social Watch, qui continue de s'investir quand il s'agit des questions électorales. En revanche, je pense que je suis d'accord avec Gabin, c'est qu'on sent de moins en moins ces organisations de la société civile s'impliquer dans des discussions et débats politiques, s'impliquer dans ce qu'on appelait la veille citoyenne. Parce que la veille citoyenne, ce n'est pas que s'occuper des élections, ou ce n'est pas que prévenir par rapport aux urgences, à maintenir la paix, la cohésion entre partis politiques, entre hommes politiques, entre acteurs politiques. Non, c'est au-delà. Quand on parle de la veille citoyenne, c'est une communication qui est surtout pérenne et qui commence beaucoup plus tôt.
Et je pense que quand on est dans la veille citoyenne, on prend des risques. Et c'est ça le rôle de l'acteur de la société civile. Il prend des risques, il prend effectivement des risques pour dire ce qui ne va pas. Il prend des risques pour montrer du doigt ce qu'il faut changer. Et il indège surtout l'homme politique, parce que l'homme politique tout de même est celui qui est censé avoir la prise de décision, c'est celui qui est censé tout de même avoir la manette pour changer les choses. Donc, je pense que cette veille citoyenne est en train de dormir, sinon est peut-être en train de mourir ou est dans un coma. Il le rappelait, est-ce que ce n'est pas le contexte politique aujourd'hui qui favorise cela? On va y arriver par rapport aux causes qui mènent à ce sommeil observé par rapport aux organisations de la société civile quand il s'agit de cette veille citoyenne. Mais je voulais souligner quelque chose avant de finir mon propos. On observe aussi sur le champ de la technicité des organisations qui continuent de faire du très bon boulot. Et quand on parle des organisations de la société civile, j'aimerais qu'on enlève un peu le regard de ces grosses organisations, comme je viens de les citer, OANEP, etc. Il y a des associations, des ONG qui ne sont pas médiatisés, mais qui font un excellent travail sur le terrain. Et ça, j'indège surtout le terrain rural. Le terrain rural est accompagné aujourd'hui, à l'heure où je parle, énormément par des acteurs de la société civile. On n'en parle pas assez, parce que ce n'est pas peut-être la priorité de ces organisations. Ils ne communiquent pas suffisamment. Le travail qu'ils font. Et derrière, il y a aussi d'autres acteurs, et ça, c'est les acteurs internationaux, qui investissent justement pour que ces organisations de la société civile puissent travailler. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la marge des acteurs politiques dans le financement des OSC? Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai, on dit OSC doit être séparé, doit être apolitique, doit être séparé de la chose politique. Mais cela ne veut pas dire que l'homme politique ne peut pas investir dans le bon fonctionnement des OSC. Parce qu'avant tout, quand vous êtes un acteur de changement, un acteur qui incite à la veille de conscience, c'est que vous poussez aussi au développement. Le développement, ce n'est pas que construire la bitume, non. Le développement, c'est aussi investir dans la veille citoyenne, c'est investir dans les OSC. Et c'est dommage aujourd'hui que les acteurs politiques, les partis politiques, le gouvernement n'investissent pas suffisamment. Justement, il n'y a pas cet accompagnement. Il y a peut-être un accompagnement parce que pour que l'OSC existe, il faut que la préfecture, à minima, parce que sur d'autres pour parler de l'autorisation d'existence. Vous existez parce que le gouvernement a permis des facilités, certainement. Mais ce n'est pas suffisant. Ça s'arrête là. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait plus d'investissement financier vis-à-vis des OSC pour que le travail puisse être pérenne. L'homme politique, et je termine la boucle, ne pourra pas tout faire. Surtout quand il s'agit des sujets sociaux, des sujets culturels. Bien sûr, on a vu le gouvernement dernièrement s'investir dans la culture, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les acteurs de la société civile qui sont avant tout liés à la société. Et qui sont véritablement au contact des réalités de terrain avec les populations qu'elles accompagnent. Alors oui, Herman Niamboussou, il a rappelé l'investissement financier qui fait défaut, l'accompagnement certes avec tout ce qui est administratif, mais le reste, si on ne voit pas véritablement cette société civile-là très active sur le terrain, c'est que quelque part, il n'y a pas cet accompagnement financier-là. Est-ce que c'est ça qui explique un peu ce silence que nous observons? Je pense qu'en droit, on parle de l'intérêt à agir. Est-ce que la société politique, est-ce que l'État a intérêt à avoir une société civile bien développée dans un contexte qui est le nôtre? C'est vrai que la société civile, vu comme cette boîte a dénoncé des scandales, cette société civile est désormais à côté. Parce que justement, la société civile, dans son rôle primordial, dans son rôle majeur, il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer, il s'agit de faire des propositions, il s'agit d'être un peu l'entremetteur, il s'agit d'être la couronne de transmission entre la société basique, nous autres qui n'avons pas voix au chapitre, et les gouvernants.
C'est ça d'ailleurs qui fait qu'on peut citer aujourd'hui l'exemple de Wanep Bénin, l'exemple de Social Watch, l'exemple de Wildaf, l'exemple de Alcré, l'exemple du FONAC, l'exemple des consommateurs qui nous défendent, un peu les mettons, un peu comme les Baguidiers consorts et tout. Les syndicats également qui nous défendent, mais qui à un moment donné, on a constaté qu'il y a une certaine connivence, il y a une certaine trop grande promiscuité entre cette société civile qu'on a bien connue, passé les années 90, donc après post-conférence nationale, et celle société civile en fait et l'État, parce que justement la société civile un peu c'est très vite phagocytée. On a vu des états de la société civile travailler aux côtés du politique. On les a vus pratiquement sauter la corde pour se retrouver du côté du politique, et donc on se demande à la fin si toute cette lutte là a été menée vraiment dans le but de défendre la nation, ou de défendre les consommateurs, ou de défendre le peuple béninois, ou si ce n'est pas fait à des fins personnelles. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est là à attendre que la société civile se réveille pour nous dire quelle est la conduite à tenir, parce qu'il y a des élections générales qui vont être organisées dans un contexte que nous savons tous un peu bizarre. Donc, je pense que la société civile aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de redorer un peu le blason de la société civile. Est-ce qu'on en a encore au Bénin? J'ai suivi la semaine passée, ou cette semaine qui s'achève, j'ai suivi Jean-Baptiste Elias du FONAC qui a agi, qui est venu nous éclairer sur un sujet, pour moi c'est une sortie tardive. Sur un sujet aujourd'hui qui ne peut être relu que dans un délai très court. Parce que les thèses de la CEDEAO disent cela. Donc, je pense qu'en réalité, la société civile béninoise est en train d'autres. Et je crains que cette est-ce que c'est pas trop dit? Oui, Omar Salouf. C'est un constat. On ne la voit plus active comme par le passé. On ne voit plus. Les principaux acteurs, beaucoup sont déjà allés à la retraite. Oui, beaucoup ont troqué leur veste pour la politique. Beaucoup sont partis du territoire. Justement, la relève, est-ce que cette relève assure? Voilà, à un moment donné, il n'y a pas eu ce qui devrait avoir pour que la relève soit automatique. Et donc l'accord n'a pas été bien transmise. L'accord n'a pas été bien transmise, et à un moment donné, il y a des vices qui s'en sont mêlés, et bien qu'on a l'impression que cette société civile est tiraillée, parfois est mise en engrenage. Quand elle dénonce un pouvoir en place, elle est taxée d'être de connivence avec l'opposition. Quand elle applaudit une action du pouvoir, l'opposition la tasse d'être de connivence avec la mouvance politique. Donc, elle est parfois presque perdue parce que les critiques vont dans tous les sens. Elle a l'impression de ne plus savoir ce qu'il faut faire pour être bien vue. Ça fait partie de la vie de la société civile, parce que quand tu dis bien, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi vont forcément penser que c'est parce que tu es de mèche avec de l'autre côté que tu parles ainsi. Mais je me pose la question sur un fait, le mécanisme de financement. On a vu dans ce pays des initiatives du gouvernement en place par rapport au financement du sport, par exemple. On a dit avec des grosses sociétés d'État, le 1 pour 1000, pour permettre aux sociétés sportives de vivre bien. Est-ce qu'on ne va pas peut-être se permettre d'aller sur ce point-là avec les organisations de la société civile régulièrement installées, régulièrement constituées, qui ont déjà fait leur preuve? Wanep Bénin, FONAC, Wildaf, toutes ces organisations de la société civile ont pu exister, ont pu résister dans le temps, simplement parce qu'il y a eu des financements extérieurs, parce qu'il y a eu des partenaires extérieurs qui les ont accompagnés. Maintenant, celles qui n'ont pas eu de partenaires extérieurs, comment elles vont pouvoir vivre, faire le travail, aller sur le terrain, sensibiliser les populations? Parce que nous sommes en train d'aborder un virage de 2026 là où les populations ont besoin de comprendre ce qu'on appelle projet de société. Les populations ont besoin de comprendre, de savoir que sortir pour voter, c'est participer à la vie de la nation. Ne pas sortir, c'est peut-être décider de ne pas participer à la vie de la société, de ne pas participer à la démocratie que nous chérissons tant. Et donc, ces organisations de la société civile qui ne sont pas encore très grosses, mais qui ont envie de participer au débat public, mais qui, faute de moyens, sont
sont En tout cas, confinés. sont toujours à l'étape embryonnaire qui n'évolue pas, alors qu'elles ont de très voilà. belles idées, de très belles idées, Voilà. de très belles Comment il faut faire initiatives. pour accompagner ces Je organisations-là? pense que quand on parle de financement de la société civile, c'est un gros piège. Je partirai de l'exemple de l'ONG Alcrer. Le président de l'ONG Alcrer Matin Asogba vous dira que pour mettre en place son ONG, il lui a fallu vendre une parcelle pour pouvoir se mettre en selle. Vous savez, le gros problème, c'est quoi? C'est que la main qui donne, ordonne. Si moi je suis un partenaire financier, un partenaire, les PTF comme on le dit souvent, et que vous êtes une ONG intervenant peut-être dans le secteur de la protection ou dans le secteur des droits humains, moi je vous donne les sous, je vous dis de travailler à ce qu'on fasse la promotion des droits des LGBT. Et les sous que je vous donne, je sais à quoi je destine ces sous-là. Vous êtes obligé de le faire parce que c'est moi qui ai donné les sous. Non, mais si vous ne vous retrouvez pas, si vous n'êtes pas dedans, je choisis de fonctionner avec cette ONG qui peut faire ce job-là. Donc je pense qu'en réalité, la société civile ne devrait pas normalement avoir comme sous-bassement ou comme fouet le financement, au financement. La société civile devrait se mobiliser à elle seule. Parce que l'une des caractéristiques de la société civile, c'est l'indépendance d'abord. C'est le pouvoir dire, attention, moi je me mets sur cette rail-là et j'évolue jusqu'au bout. C'est ça d'ailleurs qui a fait que très tôt, quand on leur donne la main, ils tiennent la main et ils deviennent autre chose. Et donc c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a un peu comme une perte de confiance des citoyens béninois en cette civile-là, qui attend qu'on la finance, qui attend les derniers moments pour commencer par agir, justement. Je suis entièrement d'accord. Vous allez réagir, oui. Que la main qui donne, ordonne. Et je suis de ceux qui pensent que si c'est l'État béninois, par exemple, qui va sortir les moyens pour accompagner une société civile, c'est normal qu'à un moment donné, des vices augmentent et que cette société civile ou bien cette organisation ne soit plus en mesure de faire le travail dans la droiture. Je suis d'accord. Et qu'à partir du moment où l'État constate que vous n'êtes plus dans ces directives, l'État pèse le robinet et on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui. J'ai parlé de mécanisme de financement. Société civile amorphe, inexistante. Il faut penser à un mécanisme qui va peut-être départir de cette société civile-là, de toutes les pressions susceptibles d'exister, de la freiner, de la freiner, pardon, dans son s'autofinancer simplement. Oui, allez-y. C'est peut-être un champ de réflexion que vous êtes en train d'ouvrir. C'est une problématique réelle. Vous savez, la question du financement est véritablement un nœud gordien pour les OSC. Ce n'est pas évident aujourd'hui. La triste réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui ont dû mettre la clé sous le paillasson parce que n'ayant véritablement pas les moyens de fonctionner et de faire tourner la machine, c'est vrai. Et les enjeux ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus peut-être les élections cycliques, le problème. Le code électoral a été révisé, la réforme du système partisan est intervenue. Donc ce n'est forcément plus le même contexte. Aujourd'hui, peut-être c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui attire de l'argent. Donc il faudrait que la société civile aussi se reparamètre, c'est-à-dire s'oriente vers des sujets ou des questions qui peuvent lui faciliter le financement. Donc il y a tout ça. Et quand on parle de mécanisme de financement, comme l'a dit Emmanuel, c'est un couteau à double tranchant. Celui qui vous donne son argent, eh bien, va vous orienter, va peut-être vous dévier même de votre idéologie, de vos objectifs, et vous imposer sa ligne de conduite. Eh bien, quand on dit que le gouvernement doit travailler à accompagner la société civile, aucun gouvernement, a priori, n'a intérêt à ce qu'une société civile émerge. Parce que la société civile, par essence, c'est pour faire entendre la voix des peuples, c'est proposer des alternatives, c'est faire en sorte à animer le débat démocratique. Et qui sait que la société civile n'a pas intérêt à se ranger dans un camp, mais à rester au milieu, il peut y arriver qu'elle adopte des postures qui perturbent un peu la ligne du gouvernement et qui t'a endossé ce qu'elle peut endosser comme difficulté et tout. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui font que, bon, cette société civile-là peut-être s'est résignée et attend que les acteurs politiques prennent leur manteau, leur bâton et pour affronter les sujets qui fâchent. Donc je me dis, on ne va pas tout le temps peut-être faire cela. Moi j'ai questionné quelqu'un, je ne vais pas citer son nom ici, c'est un acteur de la société civile qu'on a retrouvé, qu'on voit de moins en moins sur la scène. Je lui ai dit, mais on vous a connu par le passé, très bouillant et tout. Il dit, ben ce n'est plus que d'autres prennent la relève. Mais quelle est cette relève-là? Oui, est-ce qu'ils ont travaillé à préparer cette relève-là? la question tout à l'heure. Alors que c'est peut-être au risque
de tout ce qu'il y avait comme difficulté, comme obstacle qu'ils ont animé, n'est-ce pas, la vie sociale. Oui, allez-y. Oui, moi, j'aimerais tout de même qu'on nuance, parce que dans le fond des choses, les OSC sont des organisations à but non lucratif. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'ils s'autofinancent. Est-ce qu'ils doivent planter du manioc à Sémé ou à Serrouet? Est-ce qu'ils doivent planter un champ de maïs? Il y en a qui disent des espaces pour... Tant que c'est déjà dans le fondement, dans la fondation même d'une OSC, il n'y a pas ce critère de business pour faire en sorte qu'ils peuvent s'autofinancer. Donc déjà, premier goulot d'étranglement. Deuxième goulot d'étranglement, effectivement, le piège, c'est au niveau de l'homme politique. Si l'homme politique doit financer une OSC, est-ce que derrière, il n'y aura pas du chantage, je vais dire, du chantage idéologique vis-à-vis de la ligne directrice de cette OSC ou de cette organisation? Et ça, c'est observé déjà par le passé et ça continue. Le problème ici, c'est les hommes à la tête des OSC et non les OSC elles-mêmes. Les hommes et les femmes aussi, hein, il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, l'ambition est devenue, malheureusement, pour ces hommes et femmes à la tête des OSC, l'ambition personnelle est devenue une priorité absolue. C'est-à-dire, on veut être au devant de la scène, défendre une cause sociale, une cause noble pendant 3, 4, 5 ans. Ensuite, dès qu'on vous fait une proposition alléchante pour passer de l'autre côté, comme ils viennent de le dire, on le fait sans hésiter. Oui, c'est vite fait. Les exemples sont le dernier exemple en date, c'est celui de Maryse Glélé-Aranzo, qui était dernièrement présidente de WANEP Bénin, ensuite de Peace Way, qui a été nommée à la tête de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Donc vous voyez déjà le message que ça envoie, c'est-à-dire l'ambition personnelle. Alors est-ce qu'on va enfermer les gens parce qu'ils sont ambitieux? Non, pas du tout. Du tout pas. On ne pourra pas le faire. Mais ça nous oblige à nous questionner par rapport aux personnes et aux hommes et aux femmes, bien sûr, qui sont à la tête de ces OSC. Le vrai problème peut-être vient d'eux, pas une absence d'investissement total et complète. Quand vous êtes à la tête du UNC, vous ne virez pas en politique parce qu'on vous a fait une proposition meilleure. Vous restez à la tête de cette OSC pour défendre vos engagements, pour aller jusqu'au bout. C'est ça le principe. Et je finis là-dessus en abordant la question du financement. Je pense qu'il faut parfois faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'une organisation internationale vous finance qu'il faut forcément se soumettre. Je le pense vraiment. Ce n'est pas parce qu'un homme politique ou une structure politique finance une OSC pour son fonctionnement qu'il faut se soumettre à ce dernier. Je trouve qu'il faut véritablement faire en sorte que les OSC soient des facteurs clés de résistance vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis même des contributions internationales, parce que perdre dans cette balance des OSC, c'est perdre en réalité l'équilibre pour moi. Oui, pour les autres, la société civile, si vous permettez rapidement, se distingue par sa capacité à fournir une plateforme de discussion et de débat public. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une société civile ou une OSC qui aujourd'hui vraiment intervient dans le débat public, permet de suivre certaines choses? Si ce n'est pas l'IAJP, dont le directeur est le père Francis Aguin ou non, qui aujourd'hui suscite des débats, qui permet aujourd'hui à des acteurs, que ce soit politique, d'acteurs de la société civile, de pouvoir échanger avec le peuple. Il n'y en a plus aujourd'hui, parce que justement, ils se sont enfermés dans je ne sais quoi, dans une sorte de... On attend que tout se passe bien sous le ciel. Je suis d'accord que c'est à but non lucratif, mais quand on porte une vision, on s'arrange pour que cette vision se matérialise dans les faits. Vous n'allez pas me dire que Martin Sogba n'a pas réussi à faire en sorte que l'ONG Jacques soit connu et qu'il n'a pas défendu la cause à un moment donné. Maintenant, si après il dit je suis fatigué, je veux que la relève soit assurée, c'est que justement, ils sont fatigués que des gens soient là et soient des jouisseurs par procuration. Vous en avez qui sont là, qui ne foutent absolument rien, qui sont là, qui attendent que vous puissiez parler à leur place. Maintenant, pour ce qui est de la société civile,
C'est vrai qu'on en parle seulement quand il s'agit de période électorale, alors qu'en réalité, la société civile ne se limite pas seulement à une période électorale où à éveiller les consciences, elle est multidisciplinaire. Donc en réalité, il faut que les gens se réveillent. Sinon la société civile, je pense, on devrait mettre une fois là-dessus. Oui, justement. Je voudrais rebondir sur votre propos. Vous disiez que aucun gouvernement n'a intérêt à avoir une société civile fleurie. Bon, je le dis ainsi. Mais autant adopter la... parti unique. Autant adopter la posture d'une Russie ou d'une Chine où il n'y a même pas la possibilité de créer une organisation de la société civile. Si le gouvernement a accepté donner l'autorisation à ce qu'une société civile existe, c'est que a priori, l'existence de cette société civile devrait l'aider dans sa gestion, en relevant les failles, en relevant ce qui ne va pas. Non, mais justement, nous sommes d'accord. En sortant les problèmes, ça devrait... Écoutez-moi. En sortant les problèmes... En sortant les problèmes qui n'existent pas et qui existent, le gouvernement devrait rebondir sur ça et les régler. Mais si une société civile sort un problème et qu'on la tasse d'être de connivence avec l'opposition, ça veut dire que le gouvernement ou les hommes politiques même n'ont pas compris le rôle que devrait jouer une organisation de la société civile. Je vais finir en disant ceci. Que c'est justement ce manque de financement qui pousse les responsables de certaines organisations, de certaines OSC, à virer dans la politique par instinct de suivi. Parce que... Ou accompagner certains... Hamzat a donné un exemple tout à l'heure. Je comprends. Oui. Mais je vois plutôt votre raisonnement sous l'angle société civile qui n'était même pas en politique. Parce que dans certains pays, les choses sont si bien huilées que la société civile n'intervient même plus dans le processus électoral. En France, vous avez vu que la société civile est intervenue pour qu'on aille à chez nous. Donc c'est parce que nous sommes encore à l'étape embryonnaire qu'on a une société civile qui est là. Sinon, les sociétés civiles interviennent pour protéger tel droit contre tel autre. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Donc vous n'allez pas dire aujourd'hui de fonctionner comme la Russie. Non, il s'agit pour la société civile de mieux s'organiser, de travailler à ce que les gens ne puissent plus sauter les deux pieds joints. Quand on leur fait appel de venir, il n'y a pas d'essai de suivi, à mon sens. Il y a juste à capitaliser les acquis. On permet. Oui. Je corrige les choses rapidement. Même dans les grandes démocraties, il y a des sociétés. Dans les élections, en France, dans les élections, mais c'est juste en tant que bénévole. Oui, bénévole, oui, mais pas pour dire telle loi est chrysogène, telle loi est exclusion, telle loi est si. Vous comprenez ce que vous dites. Je disais tout à l'heure qu'aucun gouvernement n'a intérêt à ce qu'une société civile soit active. Bon, on sait que la société civile, son rôle, a priori, c'est de dénoncer, c'est de pointer du doigt là où ça ne va pas. Ce n'est pas. C'est une forme de syndicat. Donc, c'est en quelque sorte une organisation. La veille et l'éveil, de contre-pouvoir, quoi qu'on dise. Donc, un politique qui met ses sous, qui met son argent dedans, eh bien, va vous dire, eh bien, aller dans tel sens et autres. Donc, ça va forcément désorienter les objectifs, la mission même de la société civile. L'autre chose par rapport à ce que tu disais, il y a pas que la société civile a croisé les bois. Moi, j'ai appris et je sais qu'il y a des contacts qui sont noués. Je sais qu'il y a, par rapport à la question, aux dispositions du code électoral qui causent problème ou bien qui sont sujettes à beaucoup d'appréhension aujourd'hui au sein de la classe politique, notamment de l'opposition, il y a eu des contacts, des rencontres avec la société civile. Et la société civile a même appelé l'ensemble des acteurs, que ce soit de la mouvance et de l'opposition à des assises où ils ont échangé pour détecter les éventuels goulots d'étranglement. Et bon, il a fait que des plaidoyers. Malheureusement, quoi qu'elle soit une organisation de pression, elle n'a pas les moyens. Vous faites aussi partie de la société civile. Et là, vous êtes pas la voix que nous apportons au débat public. À part la conférence du Global Bénin, à part l'IAJP, Champ d'Oiseau, à part la société civile n'a pas à prendre des contacts. Parce qu'en faisant ainsi, on peut la taxer d'être de connivence avec. La société civile a plutôt à éveiller, a plutôt comme rôle de veiller à ce que tout se passe bien. Donc, informer la population sur ses droits, ses devoirs, dire attention, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça, c'est ce rôle-là qui manque aujourd'hui à l'appel. Je pense que même dans l'essence de notre Constitution, le chef de l'État et l'Assemblée nationale nomment les membres de la Cour constitutionnelle. Et parmi ces membres, parmi ces 7, il y a 2 qui devraient être issus
de la société civile. Mais ces deux-là, on ne les entend jamais. Oui. Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose qui matérialise un peu ce qu'on dit. Il a agi sur les tests. Exactement. Il y a Les peut-être tests, à donner plus de fonctionnement, sens à ce qu'est la société Et civile. pour aller loin, le CES qui, on entend, normalement, devrait être constitué d'acteurs de la société civile qui devrait être cette institution. Ils sont pas. Il y a beaucoup plus de politiques. Il y a beaucoup d'acteurs politiques des hommes d'État. Je voudrais juste inciter les acteurs de la société civile à prendre conscience de leur pouvoir de veille et d'éveil. Merci. Merci bien, Omar Salouf, notre éditorialiste, Herman Nyamboussou. Merci. Merci à vous, Gabin Goubi. Et merci à Hamza Tablaï. Toujours un plaisir de vous avoir en plateau pour le débat citoyen. Allez, dernier plateau, c'est bien sûr la rubrique En toute franchise où nous avons un acteur de la société civile, nous avons un communicateur, nous avons deux acteurs politiques pour parler de la société civile, de la politique en période électorale, la paix. Quel rôle devrait jouer chacun? Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez la dernière partie de ce grand rendez-vous et nous sommes en toute franchise avec nos invités, membres de la société civile, acteurs politiques, communicateurs en plateau, représentatifs autour de cette thématique qui allie politique, société civile et consolidation de la paix, surtout quand on est dans un processus électoral comme c'est le cas chez nous. Au Bénin. Alors, on va vous les présenter très rapidement. Ralbek Gandaro, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes juriste en gouvernance publique et en droit humain, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Merci de répondre présent à notre invitation. Martin-Éric Sangan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes homme politique, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci de répondre présent à notre invitation, un peu comme ce côté également. Nadine Okomansou, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Merci d'être là, femme politique, militante du parti de l'opposition Les Démocrates. Vous êtes également auteur d'un livre Belle et rebelle, mémoire d'une prise de justice. Et bonsoir à vous. Emile Guérin, expert en communication politique et gestion de crise. Ces 35-40 minutes que nous aurons à passer ensemble, eh bien, nous allons parler d'élections, de politique, de société civile notamment. Et d'abord, en homme ou femme politique, je m'adresse à vous, Nadine Okomansou, à vous, Martin-Éric Sangan, en homme ou femme politique, militant de parti aux idéologies variées. Quelle est votre conception de la société civile et votre regard, le regard que vous portez sur les animateurs de cette société civile? Oui. Ok, bonjour, chers téléspectateurs. Pour ma part, la société civile a pour première vocation de veiller aux intérêts des populations, de s'assurer que le pays est plus ou moins bien gouverné. Et quand je dis bien gouverné, c'est gouverné dans l'intérêt de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Celle béninoise fait son petit bonhomme de chemin avec ses bons scores, les bons et mauvais scores. Je pense qu'il y en a de bons et il y en a de mauvais. Oui, il y en a de bons, il y en a également de très mauvais. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà, à l'entame, c'est... en quelque sorte, ce que... Oui, Nadine Okomansou. Les OSC, les sociétés civiles, c'est l'ensemble des associations non gouvernementales qui travaillent comme un groupe de pression pour défendre les intérêts et les aspirations de ceux qui les portent. Et au Bénin, comme ailleurs, ils font ils font ce qui est de leur rôle. Nous remarquons dernièrement la sortie de l'aîné Jean-Baptiste Elias qui a fait remarquer, a fait savoir à l'opinion les risques que comporte le nouveau code en vigueur en République du Bénin et les défaillances qui s'y trouvent, ce qu'on pourrait apporter.
Et dans l'ensemble, est-ce que vous sentez cette société civile-là depuis un moment où vous, en tant que membre de partis, militante de partis politiques, est-ce que vous sentez la société civile vous accompagner dans ce que vous faites? Déjà, c'est un pas. C'est pas de ne pas rester en marge de la chose politique. Les interventions, c'est très courageux aujourd'hui en République du Bénin avec tout ce que nous savons. Pour ceux qui osent porter de voix critiques contre la gestion en place, c'est courageux d'oser critiquer, d'oser attirer l'attention sur ce qui n'est pas bien dans le code. Parce qu'en quelque sorte, on te prend pour ennemi du président de la République, soit de... Alors pour vous êtes focalisé sur le code électoral. En tout cas, nous, ce soir, nous parlons beaucoup plus de la paix et du rôle de la société civile et des acteurs politiques. Alors, est-il évident de définir la société civile? Ralmé Gandaro, vous qui êtes un acteur de premier rang de cette société civile-là. Je dirais ce que j'en sais et ce qui forge ma conviction à agir au quotidien, à mobiliser de jeunes gens au quotidien, à leur tenir la main au quotidien. Ce qui fait ma conviction, c'est que la société civile, c'est du volontariat citoyen au contrôle de l'action publique. Et dans cette assimilation de la société civile, vous vous retrouvez donc dans l'exercice de redevabilité suivant les champs d'intervention publique, que ce soit la redevabilité judiciaire, la redevabilité financière, la redevabilité politique, la redevabilité électorale, la redevabilité des droits sociaux, ainsi de suite. Et ce qui suppose donc que vous êtes porteur de cause et vous vous retrouvez en situation d'interagir avec les porteurs de responsabilité. Être porteur de cause suppose donc aussi maîtriser la cause, développer des outils pour pouvoir donc documenter l'effectivité donc des politiques publiques mises en œuvre et se donner aussi le moyen de dialoguer avec les porteurs de responsabilité relativement à ce qu'on aurait surveillé, documenté et rapporté sur leur intervention publique. Au cas échéant, selon le niveau d'interaction, on peut, au-delà donc du dialogue, aller à l'accompagnement, accompagnement du point de vue technique, du point de vue proximité avec les titulaires de droit, tout ça ainsi de suite. Donc, de façon synthétique, ce qu'on peut dire de la société civile. Voilà. Alors, nous avons le regard de communicateurs sur le plateau, le regard d'un expert en gestion de crise et autres. Bien souvent, on dit que c'est quand il y a crise qu'on entend la société civile. Quand tout va bien, bon, ben, on ne les entend pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est comme ça, que ça se passe? Écoutez, c'est peut-être une perception erronée de ce qu'est réellement la société civile. Elle n'est pas là seulement pour aller contre la gouvernance en place, mais c'est aussi pour l'accompagner en réalité. Et quand vous observez la situation au Bénin, depuis 1990, les gouvernances successifs du Bénin ont quand même montré, acté le rôle prépondérant des organisations de la société civile. Et sauf que cette société civile, qui normalement devait être des veilleurs sociétales, qui devaient être des sonneurs de toxins, j'allais dire, et des conscientiseurs. Ma foi, ces organismes, je voudrais dire, au fil des années au Bénin particulièrement, et ce n'est pas seulement au Bénin, puisque j'ai eu la chance de parcourir d'autres pays en Afrique, c'est peut-être le visage archétypal de ce qu'est la société civile à divers niveaux. Et elle a souvent tendance à attendre que le gouvernement en place lui dresse le lit, lui dresse le tapis rouge. Ce n'est pas possible. C'est lorsqu'un gouvernement se durcit, en fait, qu'on doit plus entendre la société civile pour réclamer, pour défendre les droits des sociétés, des peuples. Alors au Bénin, nous avons constaté que les précurseurs de cette société civile ont pactisé avec le diable, et vous les voyez après, qui ont commencé par se fondre dans l'appareil du couloir d'État aujourd'hui, un peu partout, depuis quelques années, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Du coup, la relève n'avait pas été préparée. Et quand vous parlez de société civile, vous parlez aussi des syndicats. Vous comprenez? Alors, lorsque nous sommes dans une société, dans un pays, je parle en général des pays africains, où on parle de démocratie, alors que cette démocratie, en fait, est exclusivement confinée
aux lois. C'est-à-dire que quand un gouvernant arrive, il légifère des lois qu'il arrange. Et, écoutez, vous n'allez pas attendre que les gouvernants fassent le lit aux organisations de la société civile pour les critiquer, pour dénoncer l'État, pour dénoncer les dérives. Alors, lorsque vous voyez aujourd'hui tous les foyers de problèmes aujourd'hui en Afrique, ce sont les partis politiques, ce sont les politiques, ce sont les gouvernants qui créent. Aucun civil, aucun peuple n'a jamais créé la guerre, n'a jamais créé des difficultés. Et lorsque, à l'entame tout à l'heure, vous avez vu déjà, les crises sont déjà là, patentes, et qui, personne aujourd'hui ne sent, on ne sent pas aujourd'hui une société civile qui devait être aussi un rempart contre la dérive, un rempart contre le désordre. Une société civile qui devait être une catalysatrice aussi d'une société pour faire bouger réellement les choses. Justement, il a parlé tout à l'heure, dans sa prise de parole, que c'est du volontarisme. Et la société civile, quand vous la voyez dans certains États, des personnes qui prennent le devant, qui sont au front, mais qui, en se retournant, n'ont véritablement personne pour les accompagner. Comment pensez-vous que cette société civile-là peut véritablement agir pour obtenir un certain nombre de choses des gouvernants pour la grande masse? Oui, c'est l'erreur. Est-ce que c'est pas trop le demande? C'est l'erreur africaine concernant les organisations de la société civile. D'abord, elle a pris un aspect académiste, c'est-à-dire qu'on leur a donné le nom des ONG. Après, ça a muté et est devenu une organisation de la société civile. Aujourd'hui, on parle des organisations non étatiques, et ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Vous ne verrez pas plus ça en Europe. Et vous êtes en train de parler, si je vous comprends bien, du financement. Et c'est là le problème. Lorsque quelqu'un vous finance, vous attendez quoi? Il va vous manipuler, il va vous devez sa chose. Et l'Union européenne finançait les organisations de la société civile ici. Et qu'est-ce que l'Union européenne apporte aujourd'hui en Afrique? On attend de l'aide du gouvernement. Et ça, je dis en tant que citoyen, je dis, c'est une très mauvaise politique de sortir l'argent du contribuable et de financer ces organisations qui, comme je suis d'accord, constitue un volontarisme. Si vous n'êtes pas prêt à pour le combat, si vous n'êtes pas prêt à dénoncer, si vous n'êtes pas prêt à conscientiser le peuple, n'y allez pas du tout. Alors, et n'attendez pas surtout que le gouvernant vous dresse le lit pour ça. Lorsque vous parlez des gouvernants, on s'adresse aux partis politiques. Vous allez réagir tout à l'heure, Ralmel Gandaro. Oui, les partis politiques aujourd'hui, est-ce que voir la société civile être au front, puisqu'on a dit, il y en a qui dénoncent, il y en a qui apportent, disons, des idées pour améliorer un certain nombre de choses. Lorsque le politique voit la société civile au front, quelle est sa réaction? Comment le politique interprète-t-il ces sorties, ces mouvements de la société civile? Dans le fond, quand la société civile est dans la démarche qui devrait être la sienne, il n'y a pas de problème. Elle ne peut qu'accompagner le politique d'ailleurs. Elle ne peut que faciliter la collaboration politique. Parce qu'en réalité, il ne devait même pas y avoir cette animosité, cette effervescence, cette ardeur à la limite colérique que nous voyons, si nous avons réellement au Bénin une société civile qui se préoccupe de ça. Ça, il faut qu'on en arrive là. Le constat, malheureusement, est que cette société civile a tendance, à la limite, à se substituer parfois au gouvernement, à faire des injonctions à l'exécutif, à jouer à la fois le rôle du politique et le rôle de la société civile. La société civile, au fait, nous sommes tous de la société civile en réalité. Même si nous n'appartenons pas à ces organisations, tout citoyen est d'abord membre de la société civile et doit bénéficier de l'assistance de ces sociétés-là. Voilà. Et ça fait que nous sommes un tout, nous sommes une famille. Le constat parfois est que celui qui doit être le centre, celui qui doit jouer le rôle de tremplin. Parce que quand on veut travailler à la paix, quand on veut travailler à l'harmonie, on ne prend pas de position. Le constat, malheureusement, au Bénin, c'est que cette société civile, qui devait être l'entremetteur quand il y a crise ou quand une crise se pointe, est plutôt celui qui attise le feu, est plutôt celui qui prend une position contre une partie en fonction et au gré de ses intérêts. Je ne dis pas tout le monde, mais ce qui se voit, c'est ce que je dis là. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Pour l'instant, je ne voudrais pas encore aller... Allez-y, Nadine. Non, je vous en prie, je n'ai pas fini. D'accord, oui, elle va réagir. Oui, allez-y. Je dis tout de suite à mon aîné que la société civile n'est pas membre du gouvernement. Vous ne pourrez pas attendre d'eux
qui soient des accompagnateurs alors qu'il y a un mal à dénoncer. Lorsqu'ils relèvent de ces problèmes-là, de ces vices-là qui pourraient compromettre la paix, ils ne sont pas contre le régime en place. Et vous parlez sûrement de l'intervention je ne rappelle pas le nom, des gens qui ont relevé les défaillances du code électoral en vigueur en République du Bénin. Et vous les prenez tout de suite pour des gens qui prennent position. Non, ce n'est pas de ça qu'ils savent. Ils sont des vecteurs de la paix. Et leur rôle principal, c'est d'alerter sur ce qui pourrait compromettre cette paix-là. Et quand ils relèvent les failles, les défaillances du code, vous ne devez pas les voir comme ceux qui prennent position ou qui sont forcément contre... les interventions vont dans les intérêts de votre chapelle. Non, c'est du moment, c'est tout. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce qu'il y a un problème? La réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même pour jouer à la médiation dont vous parlez, il faut déjà relever les problèmes qui existent. Mais vous ne pouvez pas refuser qu'on relève, c'est que vous ne voulez pas avancer. Il faut relever les problèmes, appeler chacun à jouer sa partition pour que la paix puisse régner. Oui, finalement, où est-ce se situe cette société civile? Quand vous entendez de part et d'autre... Non, mais c'est bien enrichissant d'avoir d'autres sons de cloche et aussi d'autres perceptions sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Autant nous sommes dans l'exercice de remonter les perceptions des citoyens sur la mise en œuvre des politiques publiques et donc d'envoyer un feedback au gouvernement comme quoi, bon oui, vous dansez, voilà comment les gens vous voient danser, ainsi de suite, donc réajustez vos pas. Autant nous le faisons, c'est avec plaisir ici maintenant que je constate que les gens en réalité, bon, ont aussi une perception sur ce que nous faisons et que nous sommes. Oui. Et c'est tant mieux. Et l'interprète comme... Et l'interprète, c'est tant mieux. C'est ça, c'est ça. En fait, vous savez, moi, ici, je suis un peu dans la peau de quelqu'un qui, un peu comme dépaysé, de constater en réalité que les fondamentaux qui structurent le fonctionnement en République ne sont pas vraiment partagés. Changement social Bénin que je préside est une organisation reconnue par les États africains à la Commission africaine, est une organisation reconnue par les États du monde entier au sein des Nations Unies. Nous avons le service d'observateurs, tant à la Commission africaine qu'aux Nations Unies. Alors, c'est curieux de constater en réalité que nous ne sommes pas considérés comme des acteurs, c'est-à-dire qui devraient être dans une trilogie relationnelle à côté de l'État et aussi des acteurs de coopération. Parce que quand vous lisez la DUDH, quand on a fini en fait d'énoncer le principe des garanties juridiques universelles, à l'article 28, il a été rappelé en réalité que toute personne a droit en réalité à ce qu'il règne un ordre mondial qui devrait faire assurer en fait le contenu de la DUDH, les principes édictifs, ainsi de suite. Et donc le phénomène de la coopération, c'est-à-dire bilatérale ou multilatérale, qui en vient, c'est-à-dire à susciter un relèvement de la dignité humaine partout sur la Terre, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'humanité en fait différente en Asie, différente en Afrique, différente en Europe ou en Amérique. Hein? Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'humanité avilie en Afrique, c'est l'humanité que vous voyez en Europe qui est aussi avilie. Et c'est ça même, et c'est ça même l'essence, c'est-à-dire de la coopération bilatérale. C'est ça même l'agenda, c'est-à-dire des Nations Unies. Et donc cette vision, cette perception universaliste n'est pas souvent comprise. Elle n'est pas comprise, il y a trop de quiproquos. Oh, les coopérants, oui, c'est qui financent les ONG, oui. Non, c'est pas... Autant les coopérants appuient les ONG, autant ils appuient aussi en fait l'État. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de rendez-vous internationaux qui ont fini par, c'est-à-dire, consacrer cette trilogie. Le dernier, c'était Siem Reap, en 2011, au Cambodge. Vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui que, bon, les porteurs de responsabilité, ils vont à eux seuls, c'est-à-dire exécuter les trucs, et en même temps, depuis Porte-Nouveau Cotonou, s'assurent de ce que tout est bon. Non. Non, les titulaires de droit ont besoin qu'il y ait un écho à leur insatisfaction ou à leur satisfaction, les deux, c'est-à-dire à leur sanction du service public. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas comprises. Tout à l'heure, je faisais comprendre que le champ de redevabilité est un champ, c'est-à-dire
important dans tous les secteurs. Il faut mettre ça en place. Les débats qui ont cours, que je vois, que je suis depuis sur l'actualité politique, sur les élections, tout ça, ainsi de suite, c'est parce qu'il n'y a pas en réalité une compréhension des gens à ce qu'il s'agit de services publics. Et que derrière, il faut une ouverture à ce qu'il y ait un dialogue entre porteurs de coûts, porteurs de responsabilités, pour que vraiment le service soit efficace, effectif. Alors, dire que la société civile, en réalité, n'est pas dans ses offices, lorsque parfois elle critique ou parfois elle accompagne, quand j'écoute les uns et les autres, c'est-à-dire, c'est en réalité ne pas vraiment aller au fond de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Est-ce que ce n'est pas le constat qui est aujourd'hui frappant? Lorsque vous écoutez par exemple les deux acteurs, c'est bien d'avoir deux camps opposés et qui chacun donne un peu sa perception de la mission que vous accomplissez, du rôle que vous jouez. Et quand on voit certains acteurs prendre position face à certains sujets, d'autres qui dénoncent, d'autres qui accompagnent, est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté sur le rôle fondamental que doit jouer la société civile, dans ce cas précis, dans un combat politique, par exemple? Non, quand on dit... C'est pour aller dans le vif du sujet, quand je vois des réalisateurs politiques en train d'aborder un sujet, de citer une sortie médiatique, ainsi de suite, au fond. Oui. Nous avons une démarche. En République, il y a des couloirs d'acteurs. Des acteurs politiques, qui ont la vie politique, vous avez la société civile, vous avez les syndicats, vous avez les commerçants, ainsi de suite. Chacun a son couloir. Alors, et chaque couloir a son éthique et sa déontologie. Vous savez, en 2021, Changement Social Bénin a été devant le juge constitutionnel 6 fois. Pour 6 fois en plaidoyer juridique. Relativement au dysfonctionnement du processus électoral. 6 fois. Nous avons saisi le juge constitutionnel 6 fois. De janvier à février, début février, 6 fois on a été devant le juge constitutionnel. Nous avons constaté à la fin du processus qu'en réalité, les partis politiques ne sont pas outillés à faire du plaidoyer juridique. Parce qu'en République, ce n'est pas à la rue qu'on dialogue. En République, vous avez des institutions qui répondent de l'application, c'est-à-dire de certaines lois. De la loi. Et donc, lorsque vous perdez de vue qu'il y a des institutions qui devraient répondre des différends que vous avez, c'est-à-dire vous sortez du champ républicain. Et c'est la foi que nous avons à la société civile lorsque nous commençons par appeler en fait l'attention de qui doit taper sur la table. Ce n'est pas les humains, ce n'est pas nous, citoyens, qui allons, non. On a convenu qu'en République, il y a la cour, il y a assis. Lorsqu'on a fait cet exercice, permettez-moi de finir. Oui, on est rapidement. Lorsqu'on a fait cet exercice, on s'est rendu compte que les acteurs principaux, se disant mouvementiers comme opposants, en fait ne croient même pas à ce que, en République, il ne faut pas régler les questions dans les médias ou bien la rue. On a mis un point d'honneur sur le renforcement de capacité des partis politiques, sur le plaidoyer juridique, le contentieux électoral. Novembre 2022, parce qu'une chose est de sortir un rapport de monitoring des élections, de formuler des recommandations à l'endroit des parties prenantes, mais il faut aussi soi-même s'engager, aller au-delà. On a pris sur nous de contribuer à leur renforcement de capacité. Novembre 2022, au temps fort de la question de quitus fiscale, le jour de la date limite même, c'est-à-dire où ils devraient recevoir les quitus et puis compléter à la Sénat, tout ça, ainsi de suite, nous avons organisé une session d'information. Tous les partis politiques, sauf le DBN, n'y était pas. Et cette formation, cette formation des partis politiques, c'est le jour-là, en réalité, que nous avons, que ce soit mouvanciers comme opposants, tous étaient intéressés du contenu, c'est-à-dire de la formation. Contentieux des candidatures, de la campagne, du scrutin, tout ça, voilà. Et c'est le jour-là que les démocrates, à l'unisson, c'est-à-dire que en termes de voilà les difficultés liées au quitus, le consensus sur le contenu substantiel de ce que les démocrates pourraient faire comme recours devant la Cour, ça a été discuté en plénière, à la formation là où il y avait mouvement comme opposant, tout le monde. Est-ce qu'il fallait saisir contre la Sénat? Est-ce qu'il fallait saisir contre la DGI? Ainsi de suite, voilà. Et puis pour finir,
Ils ont, le soir, quand ils n'ont pas eu l'écriture, ça a été clôturé, je leur dis, le lien d'instance est l'élément de plaidoyer. Pour finir, ils ont eu la décision pour compétir aux élections. Et quelqu'un dira en réalité que la décision de justice est l'expression juridique de la volonté politique. Alors là où on est actuellement, pour finir, là où on est actuellement parlant du code électoral, je voudrais demander aux acteurs qui querellent ce code électoral-là, à l'heure où nous parlons, se souvenant que nous sommes de la CEDEAO, même si finalement, au niveau de la Cour africaine, c'est-à-dire les voies sont fermées, même si on doit passer par la commission, c'est plus compliqué. On n'aura pas tout de suite, c'est-à-dire de décision par rapport à 2026. Je veux savoir, ceux qui ont intérêt, ceux qui sont dérangés par son contenu, au plan politique, et qui sont dans le champ politique, qui a déposé un recours à la Cour de la CEDEAO sur cette question? Qui a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur cette question? Nous, la société civile à laquelle moi je crois, qui est formelle et qui n'est pas ad hoc, parce qu'il y a trop de mélange aussi. Il y en a marre, balai citoyen, tout ça là, c'est une personne civile ad hoc, en situation conjoncturelle. À côté d'elle, il y a ce qu'on appelle la société civile formelle, qui, indépendamment de tout contexte conjoncturel, travaille au quotidien, en réalité, au dialogue avec les acteurs. Donc, pas d'amalgame. Voilà. Pas d'amalgame. Un peu d'explication, oui. Acteur politique, oui. Emel Guérin, à la suite donc de cette intervention de Ralmec Gandaro, que répondez-vous? Je pense que la société civile est tombée dans le piège de l'argent, dans le piège politique, dans le piège que les individus, ceux que nous avons vus comme des précurseurs depuis que l'avènement de la démocratie au Bénin en particulier, ont trop fréquenté les politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque vous voyez entre-temps ceux qui finançaient les activités, l'activisme politique au Bénin, qui deviennent eux-mêmes aujourd'hui des gouvernants, il y a forcément un problème. Parce qu'ils connaissent comment ça se passait. C'est eux qui les finançaient. Et ils l'ont dit clairement, ils ne se sont pas cachés de ça. On a vu, enfin, je parle de... Financer qui? C'est eux qui financent. Mais la société civile, bien sûr, que ce soit... Sur ce plateau, vous avez un acteur de la société civile, sur ce plateau, et si vous avez des éléments d'information comme quoi j'ai été financé, j'ai été associé à ci, soyez précis. Parce que vous savez, ici, je la représente. Et donc, des affirmations que vous faites, soyez suffisamment dans ce bélier, je regarderai tout le monde dans les yeux. Écoutez, ça, donc, non. Sur ce plateau, s'il vous plaît, vous avez un acteur de la société civile, vous voudrez bien, tout au moins, en affirmant des choses, aller dans la précision. Parce que ici, je la représente. Si le débat ira ainsi, là, souffrez que je m'éclipse parce que je la représente dignement et je voudrais vraiment que la présidence soit respectée. Nous sommes en démocratie, je pèse bien mes mots. Donnez-moi une seule organisation de la société civile qui se finance elle-même. Il n'y en a aucune. Aucune. Si ce ne sont pas des acteurs, des partenaires au développement, comme vous aimez le citer, et pour nous apporter quoi? On a fait... Il a quand même donné les attendez, je suis d'accord. Devenons fondamentaux. Le formel, on le connaît. Qu'est-ce que cela apporte aujourd'hui à la société civile? Et si vous en parlez, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'on sent un amaigrissement des débats intellectuel autour de la question. C'est ce qui se passe. Relâchement, absolument. Oui. Et donc, c'est factuel, c'est empirique. Donc, il faut en parler. Et c'est pour cela que je dis, pour qu'une société civile... Ce sont les acteurs politiques qui, peut-être aujourd'hui... Mais bien sûr, absolument. Parce que, vous savez, quand je l'ai entendu, vous m'excusez, il a parlé un bon acteur politique retort. C'est-à-dire que lorsqu'une société civile s'exprime, et que cela va dans un sens, surtout quand ceux qui sont au gouvernement, on dit bien c'est bien, il a bien parlé, mais lorsque cela va contre une politique, on dit non, il est de l'opposition. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a des acteurs, des citoyens, des peuples qui ne sont pas d'un bord, comme moi par exemple, je n'appartiens à aucun bord, à aucune organisation. Cela dit, je reste impartial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ça ne va pas, je suis quand même censé le dire si ça ne va pas. Et il faut arrêter
traiter tout le monde, que ce soit de l'opposition, de clébétisme, ainsi de suite. C'est pas possible. Il y a une alternative. Il y a des gens qui ne sont de nulle part, qui peuvent apporter leur contribution à la société. Quel sera l'idéal? L'idéal pour une société civile qu'on veut voir, disons, dans un rôle d'éducateur, je sais pas, de sensibilisation et bien d'autres. Que faut-il? C'est justement la formalisation qui fait que ça ne marche pas aujourd'hui. D'accord. Moi, je fais confiance à la jeunesse. Je fais que dans les composantes, même le programme d'action du gouvernement de 2016 à 2021, si vous lisez bien, vous verrez qu'il y a un programme concernant l'évaluation et le suivi pour la promotion des sociétés civiles. Mais est-ce que ça a été fait? Je n'en sais rien. De toutes les manières, on constate de dire que cela plombe. Il y a de l'eau dans du gaz, évidemment. Moi, je fais confiance à la jeunesse. Et quand vous voyez les composantes de nos sociétés aujourd'hui, je vais parler des partis politiques, je vais parler des institutions de l'État, je vais parler bien sûr de la société civile et de l'armée, bien sûr. Il n'y a qu'une composante qui est restée égale à elle-même, disciplinée et juste envers le peuple, c'est le code, ce sont les militaires. Et cela dit, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique. Qui sont les perdants? C'est les peuples qui perdent, évidemment. C'est pourquoi j'en appelle, si effectivement, on est censé représenter une société civile, c'est le moment de dire, ça suffit les politiques. Parce que les politiques nous ont toujours amenés dans le décor. Et tout le temps. Ce n'est pas seulement un apanage béninois, c'est aussi également dans d'autres pays. Et puis, on exclut, en fait. J'ai fait un travail intellectuel en regardant un peu au Bénin, par exemple, et dans d'autres pays africains. Les militants des partis politiques, regardez bien, à peine ils n'atteignent même pas le 10e de la population. Et on va au vote, on élit un président, on élit des députés. Qui gouverne en fait? Le peuple ne gouverne pas. Nous ne sommes pas en démocratie telle que l'avait défini. Le peuple délègue son pouvoir. Cette délégation de pouvoir, regardez même la liste, regardez même les inscrits sur la liste. Et la population béninoise, c'est ceux-là qui votent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'une société peut continuer à évoluer de cette manière? Et cela dit, je pense pour ma part que selon la ligne du temps, ce qui va arriver, c'est-à-dire la jeunesse, aujourd'hui, il y a aussi un autre facteur que vous avez oublié, il y a les réseaux sociaux, il y a la communication qui fait qu'aujourd'hui, les organisations préfèrent communiquer par ces réseaux sociaux de façon individuelle ou collective. Et vous verrez que le moment arrivera où la jeunesse qui est très active aujourd'hui prendra ses responsabilités. Justement, quand vous parlez de la jeunesse qui prendra ses responsabilités avant que cela n'arrive, nous militons pour que la démocratie continue, qu'il y ait la paix, que les élections... Dans les partis politiques, dans les OSC, dans les syndicats ou à la rue. Il faut que les choses soient clarifiées. Comment prendre cette responsabilité? Et quand vous abordez la question et vous parlez comme si prendre la rue, bon, je ne sais pas pourquoi on l'a là, mais le droit de manifestation, c'est vous, normalement, de la société civile qui devrait le défendre, non, droit à la protestation, parce que quand on n'est pas d'accord, quand on ne proteste pas une idée, il faut protester, c'est le droit de tout citoyen, puisque nous sommes dans une mais il y a une manière de protester, il y a plusieurs manières. Il y a une manière, ça dépend de la manière dont vous l'interprétez. Les citoyens sont libres de défendre leurs valeurs, leur idéologie à leur manière. Tant qu'ils ne font pas de violence, tant qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un, je pense que chacun a sa stratégie et sa manière. Et il y a une confusion qui se faisait tout à l'heure, que la société civile ait pour rôle de médiation, d'accompagnement de l'action du gouvernement. Cela ne l'empêche pas de protester. C'est toujours son rôle. Il peut protester, dire ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, jouer à la médiation quand c'est utile. Accompagner, comment la société civile accompagne avec les œuvres à la base, quand vous faites des fourrages, quand vous donnez des bâchines. Moi, je n'en fais pas. La société civile en général, cela relève de leur rôle. Non. Quand ils le font, ils accompagnent d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière. Il a été clair, il a parlé de société civile formelle, de société civile. Donc, sauf que la confusion... Vous avez évoqué l'idée de saisir les institutions compétentes en cas de difficulté. Et nous le faisons. La triste réalité, c'est que nous avons un gouvernement qui refuse d'obéir et il est hostile aux règles et aux décisions. Moi, j'ai retenu que les démocrates ont suivi la bonne voie de contentieux et ont participé aux élections en 2023. Moi, j'ai retenu qu'en s'agissant de la Cour constitutionnelle, la CBDH, suivant une décision de
rendu en 2018 a été installé. Ainsi de suite. Moi, j'ai appris à faire le plaidoyer juridique, à éprouver l'institution en République. Nous le faisons. Quitte à ce que la difficulté, c'est que ceux-là qui sont en face de nous. C'est pour ça que je vous explique. C'est pour ça. C'est pourquoi j'explique en réalité que, vous savez, c'est en République, encore une fois, plusieurs couloirs. Chaque acteur, suivant son couloir, joue son rôle. C'est lorsque chacun a bien joué son rôle. Et malgré ça, vous avez, c'est-à-dire, vous n'avez pas d'aération. Vous n'avez pas d'aération du tout de la République. Là, vous avez tous les acteurs mélangés. Syndicats, commerçants, jeunes, paysans, tout le monde dit on en a marre. À la rue. Parce que vous avez bouché toutes les issues, c'est-à-dire toutes les issues d'aération. Mais il faut tout au moins éprouver les institutions, faire ce qu'on doit faire avant de se mettre en situation. Maintenant, tout de suite, c'est que d'abord, c'est comme si la société civile est attendue. C'est-à-dire, quand on je ne vous arrête pas la parole. Lorsqu'on nous empêche, par exemple, de jouer notre rôle, lorsqu'on nous empêche, par exemple, de jouer notre rôle d'animation de la vie politique, vous imaginez un député qui a pris l'autorisation, on lui a autorisé d'animer une activité de reddition de comptes avec les citoyens, les militants à la base. Mais malgré l'autorisation reçue à la mairie, on fait interruption et on lui empêche. C'est un régime déclaratoire. C'est un régime déclaratoire. On ne devrait pas autoriser. Il a respecté les formalités. On ne devrait pas écrire demande d'autorisation. On devrait juste informer. La faute ne lui incombe pas. C'est dire en réalité même que les acteurs sont informés sur le propre droit. Une association, les associations, qu'elles soient syndicales, politiques ou associatives, pour animer, c'est-à-dire les ONG non gouvernementales, vous n'avez pas à demander l'autorisation. Vous notifiez que vous voulez vous exprimer. Et l'État prend ses responsabilités pour assurer votre expression dans la différence et la tolérance des autres à qui vous êtes. C'est ça le principe. C'est un régime déclaratoire. Donc déjà, quand vous-même, association, politique, syndicale ou ONG, vous saisissez l'État demande d'autorisation. Alors que vous n'avez pas donné d'autorisation. Mais il a demandé, on lui a donné. Vous permettrez que je revienne, je clarifie ce point-là. Attendez. Déjà, vous vous affaiblissez dans le style en donnant un pouvoir à quelqu'un qui n'a pas. C'est déjà ça la faiblesse dans le style. J'ai eu du plaisir à écouter les uns et les autres, même si je dois relever que la gestion du temps d'antenne me crée quelques difficultés. Non, il n'y a pas de souci. Que la gestion de temps d'antenne me crée quelques difficultés. J'ai eu du plaisir quand même à écouter les uns et les autres. Je vais à des charges du Ralmec Ganaho. Moi, j'ai suivi une formation que sa structure a organisée. Quand je dis il y a les uns, il y a les autres. L'autre a parlé de société civile formelle. Moi, j'ai été à une école chez eux. J'en ai appris beaucoup de choses. Ça, là, il faut le reconnaître. Maintenant, revenons-en au fait. Quand on dit qu'on a en face un régime réfractaire à tout dialogue, un régime qui refuse. Non, mais écoutez, gouverner d'ailleurs, c'est prévoir. Et gouverner, c'est veiller à une meilleure organisation de la société, à ce que tout se passe bien et que tout le monde se porte bien. Et il va falloir reconnaître que là où s'arrête moi, ma liberté, commence la vôtre. Et là où la vôtre connaît son thème, moi, la mienne commence. Nous devons tous convenir que quand le pouvoir exécutif constate qu'une activité prévue pour être préjudiciable à la paix sociale, il prend ses responsabilités. Et ça, il n'y a pas de débat. On ne peut pas demander au gouvernement, on ne peut pas demander à l'exécutif de croiser les bras et de laisser les populations aller à l'affrontement. On ne peut pas admettre non plus, que sous le truc là de régime déclaratif, un acteur civil ou politique fasse des déclarations incendiaires, à la fois parfois mensongères. On ne peut pas l'admettre. Et ça, reconnaissez que l'exécutif dans son rôle d'organisation de la cité. Malheureusement ou heureusement, c'est lui qui est là, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils passeront leur temps, d'autres viendront. D'autres viendront et ils feront peut-être la même chose. Quand vous serez peut-être là demain, je n'ai pas fini. Laissez-moi finir, puisque j'ai pris la patience d'écouter tout le monde. Et laissez-moi faire également mes analyses. On ira vite, puisque vous ne m'interrompez surtout pas. D'accord. Peut-être que quand vous serez en place demain, vous ferez mieux. Mais nous attendons de voir. Vous avez évoqué un certain nombre d'aspects par rapport au qu'est-ce qui fâche dans le code électoral.
nous sommes en République, et la République repose sur des tests. Et une test de loi est toujours prise par une majorité. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment, la minorité ne trouve pas son mot à dire que la loi ne va pas s'appliquer. Nous avons vu, on a voté des budgets ici qui ont été boudés, que la minorité a complètement refusé les budgets, mais ils n'ont pas refusé les salaires. Mais quand vous refusez, quand vous êtes contre une loi là, vous ne l'appliquez pas, vous ne bénéficiez pas de paiement. Et acteurs politiques et société civile, quel est le mot d'ordre, le signal qu'il faut envoyer à ceux-là qui nous suivent, c'est-à-dire le peuple? Puisque en période électorale, il y a souvent des tensions qui montent, il y a des déclarations de part et d'autre, alors que nous tous, nous aspirons à la paix. Et on parle de la société civile, puisque c'est elle, tout le monde a le regard tourné vers elle. Est-ce à elle seule, cette société civile, d'agir, de sensibiliser, de conscientiser? Vous, acteurs politiques, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde a l'obligation morale, l'obligation républicaine de préserver la paix. Et la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et chacun en soi, en ce qui le concerne, doit se comporter de manière à ce que la maison ne perde pas feu. On doit se comporter de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise. Ce n'est pas des propos alarmants, ce n'est pas des propos infamants, diffamants. Ce n'est pas à la limite des cris, des attémoins inutiles qui va fonder la paix. Non, nous sommes en face d'une... Prenons par exemple le code électoral. Elle est là, elle est adoptée, ça s'impose à tous. La loi, c'est la loi. Elle est dure parfois, mais elle reste la loi. Voilà. Mais quand on prend tout le temps à dire c'est chrysogène, c'est qu'on est en train de préparer la crise, au fait. On est en train de préparer la crise. On fait appel à ça. On est en train de faire l'apologie de la violence. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que nous constatons. Nous faisons l'apologie de la violence en disant c'est chrysogène. Alors qu'on n'a même pas encore expérimenté. D'accord. Oui. On n'a pas expérimenté. De votre côté. Que nous soyons de la société civile ou acteurs politiques, je pense que le Bénin, notre terre, reste notre patrimoine commun. Travailler pour préserver la paix, histoire d'y vivre en toute quiétude, devient non seulement un rôle, une responsabilité, mais un devoir pour tous les citoyens. Lorsque vous êtes dans un contexte d'exclusion, de détention arbitraire ou d'exil des opposants, de restriction des libertés, le rôle premier de la société civile, c'est d'attirer l'attention, comme ils le font déjà, bien qu'il reste à faire, sur ce qui pourrait compromettre cette paix-là. Parce que tant que, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela qui le dit, tant que les lois seront votées pour empêcher la participation de tous, pour empêcher que le peuple n'ait son mot à dire dans le processus électoral. Lorsqu'on empêche le peuple d'exprimer ce qui est sa volonté, la liberté d'expression étant restreinte, il y aura toujours ces esprits-là malsains pour profiter du mécontentement de la masse pour détruire. Ce n'est pas les démocrates qui détruisent. C'est qui le peuple? Qui le sait? Vous avez arrêté qui? C'est qui le peuple? Le peuple, c'est les démocrates. Les démocrates ne sont pas des belliqueux. Nous ne sommes pas des violents. Le peuple, c'est les démocrates. Nous ne sommes pas du tout des démocrates et notre idéologie le dit à suffisance. Nous croyons en la souveraineté du peuple. Nous croyons en la prise du pouvoir des hommes politiques. Pas le peuple. Seul le peuple a... C'est qui le peuple? Donnez-moi la précision. Le peuple, ce sont les Béninois. On va revenir sur... C'est l'ensemble. C'est qui le peuple? Le peuple, c'est l'ensemble des Béninois. On est d'accord? C'est vous, c'est moi. Et c'est ceux qui le sont, c'est ceux de la société civile. Et c'est ceux qui ne se ressentent ni de la société civile, ni politique. Mais qui... Tous citoyens. On est d'accord? Vous pensez que vous portez la voix de tous les Béninois? Non, je ne le dis pas. Voilà. Oui, moi j'ai envie de dire à la jeunesse qui nous écoute de ne pas avoir peur et que de ne pas suivre. Dans une république, seules les forces de défense et de sécurité ont le monopole de la violence. Non, les civils n'ont pas du tout. Il faut faire attention. On n'est pas en train de faire l'apologie de la violence. Et je ne veux pas croire non plus à une malhonnêteté intellectuelle de nos politiques. Quand on me dit que la majorité a voté, la majorité a fait ci, ce n'est pas vrai. J'ai entendu un acteur politique majeur dans ce pays qui a dit qu'il a pris le risque dans ses réformes de devenir impopulaire. Quelques mois après, je constate qu'il a gagné une élection présidentielle. C'est ahurissant, quand même. J'ai entendu des acteurs politiques dire nous allons compromettre la paix. Ce n'est pas possible dans une république. Ce n'est pas possible.
Il faut le dire, c'est pas possible. Quand on est acteur politique, on est pour la paix. Et ce même personnage, quelques jours après avoir gagné son élection, il a fait un discours quand même apaisant en disant qu'il allait travailler, œuvrer pour la cohésion nationale et la réconciliation. Est-ce qu'après quelques années, aujourd'hui, est-ce que nous sommes à la cohésion nationale? Je pense que non, en tant que citoyen, je pense que non, c'est pas possible. Je ne voudrais pas non plus qu'on caricature les sociétés civiles parce qu'ils ne vont pas à la front du politique. Non, ce n'est pas forcément son rôle. Elle peut aussi accompagner, et il a quand même éclairé un peu dans ce qu'ils sont en train de faire sur le plan juridique. Et c'est là, je voulais dire qu'il ne faut pas être naïf. Les lois qui les font, ce sont les politiques, et qui les manipulent, qui instrumentalisent les institutions de l'État à leur profit et contre le peuple naturellement. Et comment est-ce qu'on peut savoir, lorsqu'on a un très peu nombre d'inscrits pour aller voter, que le peuple est d'accord ou pas d'accord? Cet aspect de la chose. Attendez. Oui, on va permettre à la société civile de comprendre. Regardons ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Regardons le vent. Soyons honnêtes. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une révolution mentale au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Et rien ne peut l'arrêter. Et si les politiques, vous ne regardez pas votre conscience, c'est-à-dire vous ne regardez pas d'où nous venons en effet, c'est-à-dire que nous venons de quelque part. Il y a quand même un être, une conscience supérieure. Dieu. Regardez Dieu pour nous gouverner quand même. Pour arrêter de nous affamer, arrêter de nous tuer, merci beaucoup. De nous emprisonner, arrêter de nous mettre de foutre dans les îles. C'est toute la classe politique. Et cela dit, je voulais finir pour dire que le constat, les signes sont visibles que tout le système politique a échoué lamentablement. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais sur les interventions précédentes quand même, j'aurais un détail. La liberté d'association et de manifestation est sous le régime déclaratoire. Il vous faut de la dextérité. N'acceptez plus quand vous déposez une demande, c'est-à-dire quand vous déposez une lettre d'information, qu'on vous appelle au téléphone pour une suite. Vous ne pouvez pas aller en contentieux devant le juge administratif, c'est-à-dire sur ce refus-là. C'est déjà dans les formes d'interaction avec l'administration que vous vous piégez. Il faut se souvenir qu'on est en République, qu'il y a des institutions et qu'il faut se préparer à interpeller devant ces institutions-là. C'est-à-dire quand j'écoute les uns et les autres, je me rends compte qu'on ne dit, vous ne me comprenez pas. Je dis, je sais comment ça se passe. Vous déposez une demande, on vous appelle au téléphone et vous portez en fait l'opinion. Vous avez écrit. On vous appelle et vous travaillez avec ça. C'est déjà ça les billets. Et depuis des années, c'est ce qui se fait sur cette affaire-là. Vous écrivez, on vous appelle. Non, exigez qu'on vous écrive. Prédisposez-vous à éprouver les offices du juge administratif sur ces questions-là. C'est comme ça qu'on construit la paix dans une république. Deuxième chose, les lois, vous savez, monsieur, c'est ça, j'estime que les affaires sont amorphes, à bien des gars. On prend des lois, mais c'est parce que c'est des lois votées à la majorité que ces lois respectent en réalité les normes de convergence démocratique et d'état de droit. Le Bénin n'est plus en basse clos. Le Bénin a sauté ses verrous, c'est-à-dire a ouvert ses frontières juridiques. Sa souveraineté, elle est ouverte au sein de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine, au sein des Nations unies. Il y a des choses qu'on ne peut pas, c'est-à-dire faire comme on pense pouvoir le faire. Et c'est en cela que je lance un appel aux jeunes et aux politiciens, même de l'opposition, de la mouvance, n'en parlons plus, qui parfois ont des fantasmes d'idéaliser l'AES. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Des espaces où on a mis en parenthèse l'état de droit. On a mis en parenthèse l'élite politique et universitaire. Où vous avez, c'est-à-dire, une passerelle de personnes armées aux ruraux, qui d'ailleurs, c'est-à-dire, sont satisfaits de ne plus avoir affaire aux fonctionnaires, aux cadres corrompus. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut construire une république, un état de droit. Je suis dépaysé. Les mêmes que vous écoutez qui veulent accéder au pouvoir, ou qui sont au pouvoir, idéalisent, on appelle ça un renouveau africain, panafricanisme, qui jusque-là, pour moi, n'a pas encore donné des garanties, c'est-à-dire juridiques, à mes droits à moi, que je ne saurais tronquer, contre un idéal qui n'est pas encore défini clairement. C'est vrai, il y a la malgouvernance. C'est vrai, il y a un problème de gouvernance non inclusive. C'est vrai, il y a des problèmes de corruption. C'est vrai, il y a des problèmes d'assimilation, en réalité, de l'état de droit par ceux qui nous gouvernent. Mais pour autant, il ne faut pas faire un saut dans le vide. Merci. Il faut savoir de l'acquis présent qu'on a, ce qu'on peut en faire pour construire la paix, pas un saut dans le vide. Et les acteurs politiques font des choses qui sont curieuses.
Parce que au moment où nous on s'apprêtait à déposer un recours à la CEDEAO sur le code électoral, j'ai vu un démouvement rapide, c'est-à-dire des acteurs politiques majeurs de l'opposition qui sont allés dans un pays voisin. Ils vont dans les pays voisins et ils reviennent, le chef les reçoit. Le contenu de leur mission, on n'en sait rien. Il les a reçus, on n'en sait rien. Après, un député répondant de ceux-là dit le code électoral sera révisé avant 2026. Suivez-moi. Merci. Et puis, qu'est-ce que je vois? Le pétrole passe, les hommes ne passent pas. C'est-à-dire les acteurs politiques sont dans leur bulle. Ils savent dans leur bulle comment ils s'arrangent et se dérangent auprès de nos intérêts. Ils sont les mêmes et c'est nous qui souffrons. C'est la société civile, y comprise par vous, qui est vraiment dépaysée à les regarder faire dans leur boule. Merci beaucoup. Je pense que le temps est complètement parti. C'est vrai, vous avez beaucoup de réactions. Et si on doit refaire le tout, franchement, on ne pourra pas. Merci à vous, Ralmec Ganaro, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Nadine Koumassou, merci beaucoup. Merci à vous. Martin-Éric Sangan. Merci Emel Guérin, chers téléspectateurs, franchement le temps est complètement parti. Merci à vous aussi. C'était le grand rendez-vous chez vous. Portez-vous bien.